Bienvenue à Nuit criminelle. Criminelle. Ce soir, un esprit brillant fait face à une énigme effrayante dans le meurtre dans le grenier à dentelle. Les ombres murmurent des secrets et un indice oublié se cache à la vue de tous. Vous écoutez tard le soir ou avec votre thé du matin. Versez-vous une boisson chaude et laissez le mystère s'installer. Le soleil de l'après-midi baignait chaudement la verdure de St. Mary Mead, où la vente aux enchères annuelles, au profit du fonds pour le toit de la paroisse, attirait une foule nombreuse. Miss Marple, vêtue de son châle bleu pâle et de son chapeau de paille, était assise modestement au fond, ses aiguilles à tricoter scintillant sous la lumière. La femme du pasteur avait insisté pour qu'elle vienne pour un soutien moral, chère Miss Marple, et peut-être 1 ou 2 scones. Et la vieille dame avait accepté, sachant que le soutien moral à St. Mary Mead impliquait souvent de rester attentif. Madame Bantry, radieuse sous son chapeau lilas, présidait la table principale. « Lot 34 » annonça-t-elle joyeusement. Une ombrelle antique en dentelle, qui aurait appartenu à Lady Cartwright elle-même. 5 shillings, j'entends ? Un murmure parcourt la foule. L'ombrelle, enveloppée d'une délicate dentelle d'ivoire, scintillait faiblement dans la lumière de l'après-midi. Elle avait été trouvée, indiquait le catalogue, dans le grenier de Lace Cottage, la vieille maison en pierre désormais propriété de la recluse Miss Cora Dunn. Miss Cora, qui quittait rarement son domicile, sauf pour se rendre à la poste ou au marché de l'église, était assise, raide, au premier rang, les mains gantées fermement jointes sur ses genoux. 5 shillings, appelée Madame Price Ridley. 6, rétorqua l'épouse du colonel Melchett. 8, dit une voix aiguë et inattendue. Les têtes se tournèrent. L'enchérisseur était M. Léonard Marsh, un homme de grande taille, aux cheveux prématurément blancs et à l'air tendu. Il était arrivé au village 1 an seulement et restait discret, louant des chambres au-dessus de la vieille boulangerie. Miss Marple, sans lever les yeux de son tricot, remarqua que les doigts de Miss Cora tremblaient légèrement. L'enchère monte à 12 shillings avant que Marsh ne l'emporte. Il sourit faiblement lorsqu'on lui apporte l'ombrelle, mais une tension dans sa mâchoire ne correspond pas au geste. « C'est étrange, ce parasol », murmura Madame Bantry à Mademoiselle Marple pendant qu'elle prenait le thé. Cora jure qu'il n'était pas dans le grenier la dernière fois qu'elle l'a vu. Elle prétend qu'il devait y être planté. Miss Marple sourit doucement. « Les gens négligeant souvent ce qui est juste au-dessus d'eux, » dit-elle, les yeux brillants. Pourtant, on se demande qui pourrait bien vouloir planter un parasol, et pourquoi. Ce soir-là, tandis que les lumières du village s'éteignaient une à une, l'ombrelle de dentelle était appuyée contre la fenêtre du salon de Léonard Marsh. La pluie commença à crépiter contre la vitre. Quelques heures plus tard, à l'aube, on la retrouva brisée, gisant à côté de son corps. Marsh meurt d'une chute dans son propre escalier, la dentelle déchirée et tachée de sang. Le village fut saisi d'un scandale. La femme du pasteur s'évanouit en l'apprenant. Madame Bantry était certaine qu'il s'agissait d'un meurtre. Le colonel Melchett fit venir la police et Mademoiselle Marple, regardant par sa fenêtre la verdure, murmura « C'est curieux, cette dentelle ne se déchire jamais sans raison. » L'ombrelle, autrefois délicate et pure, était devenue le symbole de quelque chose de bien plus sombre. Et au cœur de St. Mary Mead, sous des couches de conversation polies et de tasses de thé partagées, commençait à s'éveiller quelque chose que Miss Marple, avec son regard calme et son esprit plus vif, comptait bien découvrir. Madame Bantry était à mi-chemin de son récit des horribles détails pour la 3e fois lorsque la théière de Miss Marple se mit à vibrer. « Imaginez, dit Madame Bantry, les yeux brillants d'une fascination alarmée, dévaler vos propres escaliers en pleine nuit, et le parasol juste à côté de lui, tel un horrible accessoire de scène. »
Miss Marple versa le thé avec précaution, les mains fermes malgré le tremblement de la voix de son amie. « Vous dites que la dentelle était déchirée. » Déchirée de part en part et couverte de sang. Le sergent Harper l'a dit au colonel Melchett, et bien sûr, il l'a dit à Arthur au petit déjeuner. Et maintenant, tout le village est au courant. Madame Bantry marque une pause, baissant la voix. On dit que le pauvre monsieur March avait bu. Ou peut-être qu'il avait été poussé. Miss Marple émit un léger bourdonnement. « C'est extraordinaire », murmura-t-elle, comme l'idée d'un accident surgit si souvent, si opportunément, quand quelqu'un avait des raisons de souhaiter la disparition du défunt. De la ruelle, à l'extérieur, parvenaient les voix de Madame Price Ridley et de Madame Hartnell, chuchotant d'une voix tendue et scandalisée. « Un gentleman réservé », dit l'une d'elles. « Trop souvent ces derniers temps. »« Et louer des chambres au-dessus d'une boulangerie », répondit Laigle-Doux. « On ne peut jamais savoir comment sont les gens en dessous. » Les lèvres de Miss Marple tressaillirent légèrement. Les ragots étaient le sang de Sainte Mary Mead, et déjà il charrie des indices et des distorsions de tous côtés. Dans l'après-midi, l'agent de police est passé chez mademoiselle Cora Dunn. Les rideaux frémissaient dans la rue principale lorsqu'il entra dans l'As Cottage. Mademoiselle Cora n'était pas du genre à garder son calme, et même de loin, ses gestes à travers la fenêtre drapée de dentelle semblaient sauvages et défensifs. Bien sûr qu'ils iraient droit à elle, soupira Madame Bantry plus tard, retrouvant Mademoiselle Marple dans le jardin du presbytère. L'ombrelle venait de son grenier, et elle disait qu'elle y était plantée. Miss Marple regarda les toits des chaumières au loin, leur cheminée projetant une faible fumée dans l'air frais. « Oui » dit-elle doucement, ce qui rend son insistance assez étrange. Les personnes véritablement innocentes protestent rarement de manière aussi théâtrale. La culpabilité aime les spectateurs. « Mais tu ne penses pas vraiment ?»« Je pense, » dit Miss Marple, que lorsque la dentelle se déchire, il faut se demander ce qui l'a attrapé et qui se tenait trop près. Ce soir-là, l'inspecteur Cray de Much Benham arriva pour prendre les choses en main. Homme sérieux et prudent, le regard fatigué, il fait poliment le tour des principaux témoins. Il trouva mademoiselle Cora en larmes, déclarant n'avoir jamais rencontré M. March de sa vie, si ce n'est chez l'épicier. Mais les questions de l'inspecteur s'attardèrent sur un point curieux. Une semaine plus tôt, elle avait posté une lettre à Londres, adressée à un certain M. Edward March. « Je n'avais aucune idée qu'ils étaient apparentés », murmura Madame Bantry par la suite. « Et peut-être ne souhaitait-elle pas que cela soit connu », dit Miss Marple avec douceur. Plus tard dans la soirée, tandis qu'elle rangeait son panier à tricot, Miss Marple médita sur les révélations de la journée. « On prétend souvent ne pas se connaître, » songea-t-elle, alors qu'en réalité, on souhaite que les autres ignorent ce qu'on se connaît. Pendant ce temps, à la boulangerie où Léonard March avait vécu, Madame Wiles, la femme du boulanger, racontait à qui voulait l'entendre avoir entendu des voix s'élever la nuit précédant la chute. « Une dispute violente », confiait-elle à Madame Price Ridley. « Une voix d'homme et une voix de femme. Impossible de distinguer les mots, seulement le ton. Colère, puis peur. » Au matin, l'histoire avait pris de l'ampleur. Certains disaient que la femme était mademoiselle Cora, d'autres murmuraient qu'il s'agissait peut-être de Madame Wiles. Elle-même, on l'avait vue parler chaleureusement à March devant le bureau de poste il y a peu. Même la femme du pasteur, dont la charité était habituellement sans bornes, remarqua que le pauvre homme avait toujours eu quelque chose de solitaire et d'agité. L'enquête était prévue pour vendredi, et le village se préparait à de nouvelles révélations. Miss Marple assistait silencieusement, assise au fond. Le coroner rendit un verdict sans appel, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour exclure un accident ou un acte criminel. Pourtant, ce qui retint l'attention de mademoiselle Marple fut un bref échange à la fin de l'audience. Mademoiselle Cora Dunn se pencha pour murmurer quelque chose à Madame Price Ridley.
qui parut aussitôt surprise, puis légèrement satisfaite, comme si on lui avait donné un nouveau sujet de conversation. Dehors, Miss Marple n'a capté qu'un fragment des paroles de Miss Cora. C'était pour moi. Ce soir-là, l'ombrelle en dentelle reposait, scellée dans un sac de preuves de la police, sur le bureau de l'inspecteur, Cray. Il fronça les sourcils, traçant au crayon la légère tache rouge près de la déchirure. On aurait dit une empreinte de main, mais trop légère, trop délibérée. De l'autre côté de la place du village, Miss Marple arrose ses rosiers en fredonnant doucement. Elle avait déjà remarqué 3 petites bizarreries. Léonard Marsh avait enchéri sur l'ombrelle avec une détermination inhabituelle. Miss Cora Dunn avait prétendu ne pas le connaître et pourtant avait envoyé une lettre à son nom. Et cette dentelle, délicate, belle, d'une force trompeuse, était un emblème approprié pour le genre de mensonge tissé avec suffisamment de soin pour se cacher à la vue de tous. Lorsque les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, elle se tourna vers sa fenêtre, observant les nuages s'amonceler au-dessus de Lass Cottage. Quelque part dans le village, un secret commençait à s'effilocher. « C'était pour elle », répéta doucement Miss Marple, regardant par la fenêtre tandis que la pluie s'épaississait contre la vitre. La phrase persistait comme un léger parfum de lavande après le départ de quelqu'un. C'était pour moi. Les mots de Miss Cora Dunn, entendus seulement en passant, avaient une résonance particulière. Moteur, défi. Le lendemain matin, Miss Marple était déjà levée avant 8 heures pour soigner ses violettes. Depuis le portail du jardin, elle pouvait apercevoir la voiture de l'inspecteur Cray devant Lass Cottage. Il était revenu, semblait-il, pour une nouvelle série de questions. Lorsqu'il en ressortit, l'air à la fois las et insatisfait, le village grouillait déjà de conjectures. Madame Bantry l'aperçut au passage et lui fit signe d'approcher. « Vous devez venir prendre le thé, inspecteur. Quel temps épouvantable !» insista-t-elle. 10 minutes plus tard, il était assis dans son salon, son carnet humide au coin. Miss Marple, venue faire une brève visite opportune, était déjà là, tricotant avec une concentration tranquille. « C'est un vrai fouillis », admit Cray, en remuant distraitement sa tasse. « Nous avons établi que Marsh n'était pas un gros buveur. Aucune bouteille à proximité, aucune odeur d'alcool. Le bleu sur son poignet suggère que quelqu'un l'a attrapé avant qu'il ne tombe. Mais aucune empreinte digitale sur le parasol, hormis les siennes. Sauf le sien, répéta Miss Marple. Cela signifie peut-être qu'il l'a manipulé récemment, ou que quelqu'un a pris soin de retirer le sien. Cray lui lança un regard désolé. « Tu crois qu'il a été effacé ?»« Je pense, dit Miss Marple, que quiconque déchire une dentelle et y laisse du sang devrait aussi penser à nettoyer le manche. Les apparences, inspecteur, peuvent être aussi trompeuses que la gentillesse. » Madame Bantry frissonna de joie. « C'est vraiment horrible, et sitôt après la vente aux enchères. Pauvre Léonard Marsh, et pauvre Cora Dunn aussi. J'ose dire qu'elle ne se remettra jamais des ragots. »« Peut-être pas, dit Miss Marple, même si les ragots, comme la moisissure, prospèrent mieux dans les endroits humides. Il nous indique où quelque chose a été laissé à l'abandon. » Cray, peu habitué aux métaphores botaniques, fronça légèrement les sourcils et tourna une page de son carnet. Nous apprîmes également que mademoiselle Dunn avait reçu une enveloppe de Londres 3 jours avant la vente aux enchères. Elle prétendait qu'elle contenait un acte de vente de meubles anciens. Mais l'écriture était la même que l'adresse figurant sur sa lettre à Edward Marsh. Les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent. La correspondance était donc réciproque. Cray hocha la tête. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas l'ignorer complètement. Mais il y en a plus. Nous avons trouvé autre chose dans la chambre de Marsh, une photographie, délavée, de la fin de l'époque victorienne, je dirais. Une jeune femme en dentelle, tenant ce qui semble être la même ombrelle. Et au dos, les mots pour mon cher Edward.
Votre sœur bien-aimée, Cora. Madame Bantry haleta. Ma sœur, vous voulez dire? Demi-heure, en fait, dit Cray d'un ton sombre. Il est né du premier mariage de son père. Ils étaient apparemment séparés depuis des années. Une dispute familiale, il y a longtemps. Elle prétend qu'elle ignorait qu'il était à la campagne, et encore moins qu'il vivait ici. Mais cette photo dit le contraire. Miss Marple reprit son tricot, l'air serein. Les familles, murmura-t-elle, ont une façon remarquable de garder le silence jusqu'à l'explosion. De la dentelle, on voit des fils se croiser et s'emmêler, sans jamais se rompre complètement. Cet après-midi, là, la tempête s'apaisa, laissant des flaques d'eau sur la pelouse. Miss Marple fit sa promenade habituelle vers High Street, passant devant la boulangerie où Madame Wiles se tenait sur le seuil, s'essuyant les mains sur son tablier. « Trop mauvaise affaire, mademoiselle Marple », dit Madame Wiles, impatiente d'entendre quelqu'un. « Et vous savez, je me disais que Monsieur March avait de la visite. Pas souvent, mais une fois la semaine dernière. Un grand monsieur, par-dessus sombre, avec un accent londonien. Il est arrivé tard, après la fermeture du magasin. Je suis resté une dizaine de minutes. Comme vous êtes très observateur, dit doucement Miss Marple. Se sont-ils disputés? Pas de cris, mais le ton était froid, comme pour le dire. Comme quelque chose de posé et de désagréable. J'ai dit à mon mari que cet homme porte malheur à la maison. Miss Marple sourit faiblement. Parfois, la malchance se cache derrière de vieux souvenirs. Elle remercia Madame Wiles et poursuivit son chemin, l'esprit ruminant tranquillement. Un frère et une sœur qui s'étaient disputés des années auparavant. Une ombrelle à paresse d'un grenier, un visiteur de Londres et une dentelle qui ne se déchirait que là où elle avait été tendue auparavant. En arrivant chez elle, elle trouva un mot glissé sous sa porte, une enveloppe sans timbre. À l'intérieur, une simple feuille de papier ne portait que 6 mots. « Renseignez-vous sur la lettre au grenier ». Miss Marple était assise dans son fauteuil, le mot reposant légèrement sur sa paume. Aucune signature, aucune écriture qu'elle reconnaissait. Elle sourit faiblement, les notes anonymes étaient la façon dont le village participait à la détection, sans risquer sa responsabilité. Mais celle-ci avait une connotation d'urgence. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'atténue sur le village, Miss Marple ressortit son tricot, mais ses pensées s'égarèrent. Si l'ombrelle avait été plantée, quelqu'un avait dû entrer dans Lace Cottage avant la vente aux enchères. Le grenier, la lettre, parasite, tout cela pointait vers une vérité silencieuse. Quelqu'un avait essayé d'atteindre le passé, de déterrer ou de dissimuler quelque chose de très ancien. De l'autre côté de la rue, une ombre traversait la fenêtre du haut de Lace Cottage. Mademoiselle Cora Dunn se tenait derrière le rideau de dentelle, le regard perdu dans la verdure, l'air indéchiffrable. L'espace d'un instant, elle sembla lever la main en hésitant, comme si elle se demandait s'il fallait tirer le rideau ou le fermer définitivement. Miss Marple l'observait depuis sa fenêtre, murmurant doucement. « Nous sommes tous des tisserands, à la fin, ma chère. Il s'agit simplement d'emmêler les fils ou de les réparer. » Dehors, la cloche de l'église sonna 7 heures. Et dans le presbytère, la femme du pasteur ouvrit une nouvelle lettre adressée d'une écriture inconnue. L'étiquette de retour indiquait Londres. Lorsqu'elle releva les yeux, la pluie avait recommencé, et cette fois, elle semblait ne pas vouloir s'arrêter de sitôt. La lettre arriva à St. Mary Mead le lendemain matin, portée à vélo par le jeune Tommy Briggs à travers la brume. Elle était adressée à mademoiselle Cora Dunn, d'une écriture soignée mais étrangement formelle, et affranchie du West End londonien. À midi, tout le monde au bureau de poste l'avait remarqué, spéculait à son sujet et, grâce à l'enthousiasme de Madame Price Ridley, discutait de son contenu. Miss Marple, qui se trouvait là pour envoyer un petit paquet de boutures de rosier à sa nièce,
observa la scène avec un léger amusement. Le visage de Cora, lorsqu'elle reçut la lettre, était aussi pâle que le papier lui-même. Elle la glissa rapidement dans son sac à main et sortit sans un mot. Elle avait l'air effrayée, murmura Madame Hartnell. Elle était vraiment malade. Effrayée, répéta doucement Miss Marple, ou peut-être s'en souvient-elle. Cet après-midi-là, Miss Marple fait un petit détour par Lace Cottage pour rentrer chez elle. Les rideaux étaient tirés, même si une faible lumière vacillait derrière eux. Quelque chose dans cette maison semblait chargé, comme l'électricité statique avant l'orage. Elle s'arrêta, remarquant la fenêtre du grenier ouverte, le rideau de dentelle flottant faiblement dans la brise. À l'intérieur, Mademoiselle Cora faisait les 100 pas. La lettre était posée sur la table, ouverte et repliée plusieurs fois, comme si ces mots étaient porteurs à la fois de danger et de contrainte. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle attrapait la tasse de thé à côté d'elle. L'inspecteur Cray arrive peu après. « Mademoiselle Dunn, vous avez reçu une lettre ce matin, » dit-il doucement, mais fermement. « Accepteriez-vous de me la montrer ?» Ses lèvres se pincèrent. « C'est privé, » dit-elle trop vite. « C'est une affaire personnelle. Concernant M. Marsh ?» Ses yeux clignent. « Tu n'as pas le droit de fouiller dans ma correspondance. » Cray soupira et parcourut la pièce du regard. Son regard se posa sur la cheminée, où reposait une vieille photographie de Cora, jeune femme, debout devant Lace Cottage, une autre silhouette à peine visible à ses côtés. Les bords du tableau étaient effilochés, comme s'ils avaient été trop souvent manipulés. « Vous comprenez, » dit-il, « que refuser de coopérer ne fera qu'accroître les soupçons. » Le sang-froid de Cora vacilla. « Ce n'est pas ce que tu crois, » murmura-t-elle. Il a toujours voulu de l'argent. Je pensais que si je l'ignorais, ça s'arrêterait. Mais il est venu ici. Il m'a trouvé. Miss Marple, apprenant plus tard par Madame Bantry la visite de Cray, se contenta d'acquiescer. « C'est toujours remarquable, dit-elle, de voir comment les gens croient pouvoir acheter le silence, alors que la vérité a déjà commencé à éclater. » Ce soir-là, la pluie revint, constante et froide. Miss Marple était assise près de son feu, lisant le Times, lorsqu'on frappa discrètement à la porte. À sa douce surprise, c'était l'inspecteur Cray en personne. « Pardonnez-moi l'heure, Miss Marple. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas, » dit-il. « Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez ?» Il déposa la lettre sur sa table. L'écriture était précise, presque mécanique. « Cora, tu sais ce qui a été volé. Le parasol le révélera. Arrête de feindre l'ignorance, ou tu devras payer pour ce qu'il a fait. » I.M. Miss Marple le lut 2 fois, l'air doux. L'expéditeur souhaitait donc l'effrayer ou la mettre en garde. Et de nouveau l'ombrelle, symbole de révélation. Elle leva les yeux. « Avez-vous remarqué la signature, inspecteur ?» Pas écrit, juste des initiales. E.M. Serait-ce Edward Marsh lui-même? Cray secoua la tête. Impossible. Il est mort. En effet. Mais les morts ont souvent les moyens les plus efficaces pour transmettre des messages, murmura Miss Marple. Du moins, entre les mains des vivants. Le lendemain matin, une nouvelle vague de ragots a éclaté. Madame Wiles avait trouvé un morceau de papier déchiré près de la porte arrière de la boulangerie. Une demi-lettre, tachée par la pluie, avec les mots visibles à l'encre grenier avant de le trouver. Gardé en sécurité. Quand Miss Marple apprit cela, elle se rendit, aussitôt à la boulangerie, son sac à tricot à la main. Madame Wiles, rouge d'importance, lui montra le morceau. J'ai failli le jeter, mais quelque chose me disait qu'il pouvait être important. L'instinct est une chose précieuse, dit gentiment Miss Marple en examinant le bord déchiré. La texture du papier correspondait à la lettre que Gray lui avait montrée. Vous avez bien fait de la garder. En fin d'après-midi, le village était en effervescence.
Mademoiselle Cora Dunn avait été prise d'un malaise, raconta Madame Price Ridley. Mais le médecin en était moins certain. Sa femme de chambre l'avait trouvée effondrée au grenier, une bougie allumée près d'une vieille malle et une odeur de fumée flottait dans l'air. À l'intérieur de la malle se trouvait une petite boîte en bois, scellée avec un ruban, contenant plusieurs papiers pliés et un fragment de dentelle du même motif que celui de l'ombrelle. Miss Marple se rend au cottage, accompagnée de Madame Bantry, sous prétexte d'inquiétude. L'inspecteur Cray se tenait près du coffre ouvert, le ruban coupé. Il leva les yeux vers Miss Marple, les sourcils froncés. Des papiers de famille, surtout de la correspondance, quelques relevés bancaires. Mais il brandit une photo. On y voyait un homme et une femme, debout sous un parasol. L'homme était incontestablement Léonard Marsh. La femme, plus jeune, était manifestement Miss Cora. Le parasol entre eux était intact et intact. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Une image de confiance, avant que quelque chose ne se brise. Cray hocha la tête. Apparemment. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle les gardait cachés au grenier, à moins de craindre que quelqu'un ne les trouve. Miss Marple regarda autour d'elle le petit espace encombré de poussière, dentelles, souvenirs, tout à moitié enfoui. Car, dit-elle doucement, le grenier est l'endroit où l'on cache ce que l'on ne peut supporter de jeter ou ce dont on ose se souvenir. Un bruit soudain les fit se retourner. En bas, une fenêtre s'était ouverte brusquement, laissant entrer la pluie. Miss Marple aperçut un mouvement à l'extérieur, quelqu'un qui se retirait à travers la haie, trop rapide pour être vu distinctement. « L'inspecteur, dit-elle, pense que votre mystérieux visiteur est de retour. » Cray se précipita vers la porte, mais la silhouette avait déjà disparu dans la brume. Seules des empreintes de pas dans la boue subsistent, menant au cimetière. Miss Marple observait le chemin en silence, ses aiguilles à tricoter immobiles. « Ah !» murmura-t-elle, les fils se défaisant à nouveau sous la pluie. L'inspecteur Cray scrutait encore la haie, lorsque Miss Marple s'engagea délicatement sur le sentier, suivant du regard la faible trace qui menait au cimetière. Un homme de grande taille, peut-être, dit-elle pensivement, même si sa démarche n'était pas précipitée. Un habitué des sentiers du village, pas un inconnu. Cray se pencha pour examiner le sol. La pluie les avait presque emportés, murmura-t-il. Ça pouvait être n'importe quel facteur, commerçant, ou ce visiteur londonien dont Madame Wiles avait parlé. Ou, dit doucement Miss Marple, quelqu'un qui souhaite paraître suffisamment ordinaire pour être oublié. Ils suivirent les traces boueuses jusqu'au portail du cimetière. Là, parmi les pierres tombales penchées, la piste disparut. Seul l'écho des pas persistait, faible et creux, sous les ifs ruisselants. Cray soupira. Il aurait pu aller n'importe où d'ici. Le presbytère, la ruelle, même les champs. En effet, dit Miss Marple, j'ai constaté que lorsque quelqu'un disparaît par hasard, il se retrouve souvent tout près de ce qu'il craint le plus. Cray lui jeta un regard en coin. Et que pouvait-il bien être dans ce cas? Miss Marple sourit faiblement. Un secret, inspecteur, ce sont des choses plutôt difficiles à enterrer correctement. Ils retournèrent vers Lace Cottage, où le médecin venait de partir. Mademoiselle Dunn se repose, dit-il. Un peu sous le choc, mais elle se rétablira. Je suggère le calme et la tranquillité, si le village peut s'y résoudre. Le calme et la tranquillité étaient précisément ce que Sainte Marie Mead ne pouvait obtenir. Le soir venu, la nouvelle des empreintes s'était répandue dans tous les foyers. Madame Bantry téléphona à Mademoiselle Marple juste avant le dîner. « Vous n'allez pas le croire, » commença-t-elle, essoufflée. Madame Wiles jure avoir vu une lanterne bouger près du cimetière après la tombée de la nuit. J'ai dit à Arthur que ce devait être ce Londonien, qu'il reviendrait chercher ce qu'il avait caché. Ou peut-être,
murmura Miss Marple. « Quelqu'un qui cherche ce qu'un autre a déjà trouvé. » Plus tard dans la soirée, elle ouvrit sa porte d'entrée et entendit un léger coup. Debout, trempée et tremblante, se tenait la femme du pasteur. « Jane, pardonnez-moi, c'est un peu étrange, mais il s'est passé quelque chose. » Miss Marple l'attira, la fit asseoir près du feu et attendit que la jeune femme reprenne son souffle. « C'est à propos de la lettre, » dit-elle finalement. « Celle de Londres. Une autre est arrivée ce soir. Elle m'est adressée cette fois. Mais elle ne vient pas de quelqu'un que je connais. » Elle le lui tendit. Le papier était identique à celui de mademoiselle Cora, la même écriture réfléchie. Le message était bref. Il n'avait jamais voulu tomber. Demande-lui ce qu'elle a vu dans le grenier. Miss Marple le bat 2 fois, puis le lui rend. Curieuse, dit-elle doucement. L'auteur souhaite attirer l'attention sur Miss Dunn, mais aussi nous rappeler le grenier, comme si le grenier lui-même détenait la vérité, plutôt que quiconque s'y trouvant. La femme du pasteur frissonna. Je crus à une cruelle supercherie. Cruelle, certes, dit Miss Marple, mais pas vraiment aléatoire. Quelqu'un veut que ces lettres soient remarquées, et pas seulement Miss Cora. Le lendemain matin, l'inspecteur Cray est revenu. Il avait l'air fatigué, son manteau encore trempé par les sentiers. « Je suis allé au bureau du télégraphe », a-t-il dit. « Cette écriture, quelqu'un a posté des lettres de différents villages chaque jour. Aucun retour traçable. » Il hésite. « Mais il y en a plus. » Nous avons interrogé Madame Wiles à nouveau. Elle a admis que M. Marsh avait mis en gage un objet de la broche de Much Benama, censé appartenir à mademoiselle Cora. Miss Marple leva les yeux de son tricot. « Ah, la dentelle et les bijoux sont 2 jolies choses qui unissent les gens, parfois malgré eux. » Cray fronça les sourcils. « Tu penses donc qu'il la faisait chanter ? Je crois que Miss Marple a dit que Miss Cora croyait pouvoir acheter sa paix. Mais on ne peut jamais acheter le pardon du passé. » Cet après-midi-là, la police retourne à Lace Cottage avec un mandat de perquisition. Miss Marple, passant innocemment avec son parapluie, remarqua les hommes de Cray sortir avec une boîte enveloppée dans du tissu. À l'intérieur se trouvaient 3 vieilles lettres, nouées avec un ruban délavé. Cray les lui montra plus tard. La première, datée d'il y a 20 ans, était de Léonard Marsh, alors jeune homme en service outre-mer. La seconde, de Cora, le suppliait de revenir, faisant allusion au testament de leur père et à ce que mère ignorait. La troisième, non signée, accusait Cora de trahison et se terminait par une simple phrase « Le grenier recèle ce que vous avez nié ». Miss Marple les étudia en silence. Ce document mentionnera-t-il si l'un d'eux est désigné comme héritier ? Pas directement. Il y a eu un litige successoral, mais le notaire est décédé il y a des années. La succession a été versée à une œuvre caritative. « Quelle charité !» murmura Miss Marple. « Les gens sont toujours généreux avec ce qui ne leur appartient pas. » Cray ferma son carnet. « Il faudra interroger à nouveau mademoiselle Dunn quand elle sera assez forte. » Quelque chose dans ces lettres l'effrayait suffisamment pour les cacher, ainsi que ce parasol. « Ou, dit Miss Marple, le regard pensif, quelqu'un d'autre l'a caché pour elle. La dentelle, inspecteur, est délicate, mais une fois réparée, le fil qui la raccommode n'est jamais tout à fait de la même couleur. L'œil remarque ce que le cœur essaie d'ignorer. » Tandis qu'elle parlait, les cloches de l'église sonnèrent l'heure. Dehors, à travers la bruine, Miss Marple aperçut une silhouette solitaire qui avançait sur le chemin près du cimetière. La même grande silhouette qu'elles avaient aperçue la veille. Cette fois, elle ne portait pas de lanterne. « L'inspecteur, dit-elle calmement, peut-être que votre proie est revenue pour voir si ses empreintes ont disparu. » Cray se leva aussitôt. « Tu veux dire qu'il surveille le chalet ?» Miss Marple sourit faiblement.
Oh non, inspecteur, il nous observe, ce qui signifie que la prochaine étape ne sera pas la sienne. Elle regarda la silhouette disparaître à nouveau dans la brume, le bruit de la pluie douce mais implacable. Les fils du passé se resserrent, et quelque part parmi eux se trouvait le motif que Miss Marple cherchait. Elle se tourna vers Cray. « À ta place, dit-elle doucement. Je ferai surveiller le presbytère ce soir. Les secrets ont tendance à s'infiltrer dans les maisons les plus respectables en premier. Un œil sur le presbytère ce soir, avait dit Miss Marple, et alors que le crépuscule s'épaississait, ses paroles se révélèrent prophétiques. Vers 9 heures, la femme de chambre de Madame Bantry aperçut une ombre se déplacer derrière la haie du presbytère, grande et lente, s'arrêtant près de la fenêtre du bureau. À l'intérieur, la femme du pasteur était assise, écrivant des lettres à la lueur d'une seule lampe. Elle crut entendre un coup à la vitre et leva brusquement les yeux, mais il n'y avait rien, seulement son reflet et les branches agitées qui se balançaient au vent. Au même instant, Miss Marple déposait son tricot sur ses genoux, son attention fixée sur le faible bruit de pas dans le chemin devant sa chaumière. Le rythme était prudent, ni précipité, ni errant. Elle écouta, immobile, jusqu'à ce qu'il s'estompe. Le lendemain matin, l'inspecteur Cray arriva, l'air grave. « Il y avait un intrus, dit-il. La fenêtre du bureau du presbytère était déverrouillée, mais rien ne manquait, sauf qu'une des lettres de Londres avait disparu. » Miss Marple hocha calmement la tête. Puis, celui qui les avait envoyés décida qu'il était temps de récupérer leur travail. Cray se frotta le menton. Chose étrange, la femme du pasteur jure avoir vu briller quelque chose de blanc, peut-être accroché à la haie. Mon agent en a trouvé un morceau ce matin. Il a déposé un morceau de dentelle déchiré sur la table. Miss Marple l'examina attentivement. « Même motif, murmura-t-elle. La dentelle de l'ombrelle et celle de la malle de Miss Dunn. Le passé s'agite, inspecteur. Cet après-midi-là, le village était de nouveau en effervescence. On entendait Madame Price Ridley dire chez l'épicier que Mademoiselle Dunn n'avait jamais raison, depuis les ennuis de son père, tandis que Madame Wiles, appréciant son nouveau rôle d'informateur, insistait sur le fait que le londonien avait été revu près de la gare et qu'elle avait acheté un billet pour revenir le lendemain matin. Miss Marple prend discrètement le train de l'après-midi pour Much Benham. Son tricot était posé sur ses genoux, mais ses yeux étaient rivés sur la foule du quai. Et là, appuyé contre le poteau le plus éloigné, le col relevé, se tenait l'homme qu'elle avait attendu grand, en pardessus sombre, le visage londonien durci par quelque chose de plus profond que le temps. Il la remarqua aussi, bien qu'elle ne fît aucun signe. Elle s'approcha plutôt du commis de gare et engagea avec lui une conversation à bâton rompu sur les tarifs aller-retour et les expositions horticoles. L'homme s'éclipsa et monta dans un train en Southampton, direction du nord. Mais Miss Marple, toujours attentive, vit ce qu'il avait jeté dans la poubelle avant de monter à bord d'une enveloppe pliée. Lorsque le train partit, elle le récupéra d'un geste délicat, époussetant la suie sur son bord. Il était ouvert et ne contenait qu'une seule ligne. Le grenier détient la clé. Brûlez le reste. Ce soir-là, elle le remet à l'inspecteur Cray. Il le lut 2 fois, les sourcils froncés. « Il prévient quelqu'un, dit-il. »« Mais qui ?» Mademoiselle Dunn est trop malade pour quitter son lit. « Peut-être, dit doucement Miss Marple, qu'il prévient quelqu'un qui est déjà parti. » Cray parut perplexe. « À gauche ?» Aucune trace de disparition. « Oh, pas absente au sens ordinaire du terme, » répondit-elle. « Simplement absent là où sa présence pourrait être incriminante. » Leur conversation fut interrompue par un coup frappé. La femme du pasteur entra, pâle un peu et secouée. « Inspecteur, pardonnez-moi. Je me souviens de quelque chose. Quand j'ai trouvé la fenêtre du bureau ouverte,
il y avait de la boue sur le rebord. Elle avait un motif, comme des semelles de chaussures, mais étroites. Pas des bottes d'homme. Plutôt une hésitation, comme celle d'une femme. Cray fronça les sourcils. Une femme? Oui. Et il y avait une odeur de lavande, faible mais distincte. Le regard de Miss Marple croisa son regard par-dessus la tasse de thé. De l'eau de lavande, murmura-t-elle. Un parfum simple, le préféré de Miss Dunn. Mais elle ne pouvait pas être la femme du vicaire. Miss Marple leva doucement la main. Non, en effet, elle ne pouvait pas. Mais quelqu'un pourrait souhaiter nous faire croire qu'elle le pouvait. Une femme qui connaissait ses manières, son odeur, et qui avait peut-être même accès à ses affaires. Cray se rassit, les sourcils froncés. Tu veux dire qu'on la piégeait? Ou emprunter son identité pour une nuit, dit doucement Miss Marple. La différence, inspecteur, c'est simplement une question d'intention. Ils convinrent de monter la garde cette nuit-là. Le presbytère était plongé dans l'obscurité, à l'exception de la faible lueur du bureau. Miss Marple attendait tranquillement près de sa fenêtre, un châle sur les épaules, tandis que l'horloge tic-tac rythmait la nuit. Vers minuit, elle aperçut à nouveau la même ombre glisser le long de la haie. Mais cette fois, le chemin ne s'arrêta pas au presbytère. Il se dirigea vers Lace Cottage. Miss Marple se leva, alerte. En quelques minutes, elle traversa la prairie, ses pas étouffés par le sol humide. Depuis le portail du cottage, elle aperçut la faible lueur de la fenêtre du grenier, celle-là même qui était restée ouverte la nuit où Miss Dunn s'était effondrée. Une planche craqua quelque part à l'intérieur, suivie du bruit d'un couvercle de boîte qui se refermait. Puis, le silence. Miss Marple frappa doucement à la porte. « Miss Dunn » appela-t-elle de son ton le plus doux. « Ce n'est que Jane Marple. Vous avez laissé tomber votre mouchoir dans le jardin tout à l'heure. » La lumière dans le grenier s'est éteinte instantanément. Quelques instants plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit légèrement. Une voix, autre que celle de Mademoiselle Dunn, parla nerveusement. « Qui est là ?» Miss Marple s'approcha. « Je pourrais vous demander la même chose, ma chère. » Il y eut un long silence. Puis la porte se referma doucement de l'intérieur. Des pas se précipitèrent vers l'arrière de la maison. Miss Marple se retourna aussitôt. « Inspecteur » appela-t-elle doucement dans la nuit. « Faites vite le tour du chemin. » Cray apparut presque aussitôt, sa torche perçant l'obscurité. Mais lorsqu'ils entrèrent ensemble dans le cottage, le grenier était vide. Seul persistait un parfum de lavande et une faible trace d'empreintes humides menant à la porte de derrière. La fenêtre du dessus était à nouveau ouverte, son rideau de dentelle flottant comme une main, faisant signe d'adieu. Miss Marple leva les yeux vers lui, l'air pensif plutôt qu'alarmé. « Il semblerait, » murmura-t-elle, « que notre fantôme préfère la voie royale. Mais les fantômes, inspecteur, sont rarement ce qu'ils paraissent. » Le faisceau de la torche de l'inspecteur Cray vacillait sur le plancher humide tandis qu'il scrutait à nouveau le grenier. « Personne n'aurait pu s'échapper sans être vu, » murmura-t-il. « Nous avons couvert les deux issues. » Miss Marple, debout près de la fenêtre ouverte, examinait le rideau qui flottait. « À moins que, » dit-elle doucement, « nous ne cherchions quelqu'un qui n'avait aucune intention de s'échapper. » Cray se retourna. « Tu veux dire qu'ils sont toujours dans la maison ?»« Pas tout à fait, » répondit Miss Marple. « Mais peut-être voulaient-ils nous faire croire qu'ils l'étaient, pour qu'on arrête de se demander pourquoi ils étaient là. » En bas, le faible son d'une horloge sonnant minuit résonna dans le silence. Le cottage sembla retenir son souffle. Puis de quelque part derrière la porte de la cuisine, retentit un léger cliquetis de métal contre le bois. Cray dégaina son revolver et s'avança rapidement vers lui. Miss Marple le suit à son rythme. Dans la cuisine, un petit placard était entr'ouvert. À l'intérieur se trouvait une boîte en fer blanc cabossée, entr'ouverte. Cray s'agenouilla pour l'inspecteur,
révélant un empilement de vieux documents, aux bords jaunis par le temps. « Encore des lettres, dit-il, et un autre élément essentiel. » Miss Marple se pencha. La clé était ancienne, en fer, légèrement rouillée. Une étiquette en papier à l'encre délavée y était accrochée à la cave, l'Ice Cottage. La cave? Cray fronça les sourcils. Mais je pensais scellée, il y a des années. Après l'inondation, Miss Marple termine doucement. Miss Dunn dit à la femme du vicaire que c'était dangereux. Mais j'imagine que c'est précisément pour cette raison que quelqu'un cacherait ces choses-là. Ils trouvèrent à la trappe sous un tapis usé, dans le couloir. Les gonds grincèrent lorsque Cray la força, libérant une bouffée d'air froid et humide. Il braqua sa lampe torche dans l'obscurité. Des marches étroites. Miss Marple, tenant délicatement la clé entre ses doigts, sourit faiblement. « Après vous, inspecteur, je détesterais monopoliser l'aventure. » Il descendit prudemment, sa lumière balayant les murs de pierre en contrebas. La cave était petite, bordée d'étagères, remplie de vieilles conserves, dont beaucoup s'étaient effondrées avec le temps. Dans un coin se trouvait un coffre en bois, verrouillé, mais pas récemment. Le cadenas portait la même couleur que la clé dans la main de Miss Marple. Cray l'insère et la tourne. Le verrou s'ouvrit avec un déclic. À l'intérieur se trouvait un amas de papier fragile, et en dessous, une petite pochette en velours, au tissu noirci par des années de poussière, était inattendue. Il la souleva avec précaution. À l'intérieur se trouvaient plusieurs bijoux étincelants, légèrement ternis, mais d'une valeur indéniable. « Seigneur, » murmura-t-il, « c'est donc de ça qu'il s'agit des biens volés. » Miss Marple, examinant les papiers à la lumière d'une torche, secoua lentement la tête. « Pas tout à fait volés, inspecteur. Regardez, ce sont des reçus. Des estimations de succession datées d'il y a près de 30 ans. Elle mentionne des bijoux ayant appartenu à feu Lady Cartwright, la même femme que l'on disait propriétaire de l'ombrelle en dentelle. » Cray cligna des yeux. Puis Marsh et Miss Dunn. « Frère et sœur, » dit doucement Miss Marple. Tous deux prétendaient à la succession de Cartwright, bien qu'aucun des deux ne soit légalement reconnu. Il avait dû découvrir qu'elle cachait encore les bijoux et était venu réclamer sa part. Mais quelque chose s'est passé. Elle est morte et s'est évanouie. Ou peut-être elle a fait semblant. La question est de savoir qui a déplacé le parasol ensuite et pourquoi. Avant que Gray ne puisse répondre, un bruit de pas résonna au-dessus, léger et rapide, sur le plancher supérieur. « Il y a quelqu'un ici », murmura-t-il. Il éteignit la torche et un instant, ils restèrent dans le noir, à écouter. Les pas s'arrêtèrent près de l'escalier du grenier, puis reculèrent. Une porte claqua doucement. La voix calme de Miss Marple rompt le silence. Pas notre fantôme cette fois, je crois. C'était trop délibéré. Lorsqu'ils débouchèrent dans le couloir, la porte d'entrée était entr'ouverte, la pluie s'engouffrant doucement. Cray se précipita dehors, scrutant la verdure. Aucun signe de personne, seulement la faible lueur d'une silhouette traversant vers le cimetière, ses jupes effleurant l'herbe mouillée. Une femme, dit-il sèchement. Plus petite que mademoiselle Dunn, peut-être madame Wiles. Miss Marple la rejoint sous son parapluie. C'est possible, elle a toujours été très désireuse de s'impliquer dans chaque rebondissement de l'histoire, n'est-ce pas? Lorsqu'ils atteignirent ce cimetière, la silhouette avait disparu. Cray jura doucement. Disparu à nouveau. C'était comme chasser la brume. Miss Marple contemplait les tombes silencieuses avec un calme paisible. Inspecteur, la brume se forme souvent là où le sol est encore chaud. Cela signifie que quelque chose ici n'a pas encore complètement refroidi. Le lendemain matin, le village tout entier était en émoi à la découverte. Les gendarmes avaient récupéré la pochette en velours et l'avaient enfermée dans le coffre à preuves. Mais cela n'empêchait pas les spéculations.
Madame Price Ridley affirmait que c'était la preuve irréfutable que mademoiselle Dunn était une voleuse, tandis que Madame Bantry insistait sur le fait que c'était le pauvre Léonard qui était à l'origine de ce crime. Madame Wiles, quant à elle, semblait inhabituellement calme ce jour-là. Lorsque Miss Marple lui rendit visite sous prétexte de commander des scones au raisin, la boulangère s'énerva et laissa tomber son saladier. « C'est horrible, tout ce bavardage, » balbutia-t-elle. « On dit les pires choses. »« Parler peut être cruel, » dit doucement Miss Marple. « Mais on découvre souvent des miettes que d'autres négligents. Dites-moi, ma chère, avez-vous déjà connu Lady Cartwright ?» Madame Wiles cligna des yeux. « Moi ? Non, non, c'était avant mon époque. »« Ah, » dit Miss Marple doucement. Mais la dentelle, comme le scandale, a tendance à survivre de génération en génération. C'est plutôt difficile à laver, n'est-ce pas ? La femme émit un rire faible et cassant et retourna à sa pâte. Mais Miss Marple remarqua une légère odeur de lavande qui s'élevait au-dessus de la levure, un parfum qui n'avait sa place dans aucune cuisine. Lorsqu'elle partit, l'horloge de l'église sonnait midi. De l'autre côté de la place, l'inspecteur Cray s'approcha d'un pas rapide. « Nous avons retrouvé la trace des bijoux, » dit-il. « Ils faisaient partie de la collection de Lady Cartwright, certes, mais il y a un hic. Ils ont été déclarés disparus après que sa femme de chambre s'en soit emparée, il y a 30 ans. Une femme de chambre nommée Ellen Wiles. » Les yeux de Miss Marple brillèrent d'une satisfaction silencieuse. En effet, notre Mrs. Wiles n'était donc pas du tout antérieure à l'époque de Lady Cartwright. Elle en faisait partie. Le visage de Cray se durcit. Elle s'était cachée ici sous son nom de femme mariée pendant tout ce temps. Et, murmura Miss Marple, cachant autre chose, un fils, peut-être quelqu'un comme Léonard Marsh, qui en savait peut-être trop. Cray le fixa. « Tu crois ? » ?»« Je pense, » dit Miss Marple, que la dentelle, lorsqu'elle est trop étirée, finit par se déchirer. Une brise bruissait à travers les haies, emportant le faible son de la cloche de l'église. Quelque part, la vérité se rapprochait, fragile, complexe et prête à se dévoiler. Enfin des larmes, avait dit Miss Marple, la voix basse sous le son de la cloche. L'inspecteur, Cray regarda la boulangerie dans la ruelle, la mâchoire serrée. « Nous allons l'interroger maintenant, » dit-il. « Si Madame Wiles est vraiment la femme de chambre de Lady Cartwright, elle a caché son passé assez longtemps. » Miss Marple ajusta son châle. « Soyez indulgent, inspecteur. 30 ans de peur peuvent rendre la vérité délicate à gérer. » Ils arrivèrent à la boulangerie juste au moment où la foule du déjeuner se dispersait. La petite cloche au-dessus de la porte tinta joyeusement, en contradiction absurde avec la tension qui les suivait. Madame Wiles se tenait derrière le comptoir, les mains blanches de farine, son regard passant de l'un à l'autre avec une rapidité nerveuse qui trahissait tout ce que sa voix tentait de dissimuler. « Bonjour, inspecteur, » dit-elle d'un ton léger. « D'autres questions sur le cambriolage, je suppose ?»« Pas de cambriolage, » répondit Cray d'un ton neutre. « Du passé. De ton passé. Ou devrais-je dire Hélène ?» Le saladier lui glissa des mains et se brisa sur le carrelage. Le bruit résonna comme un coup de feu. Elle resta immobile un long moment. Puis, lentement, elle se redressa, époussetant la farine de son tablier d'une main tremblante. « Je croyais que ce nom avait disparu, » dit-elle finalement. « Mort et enterré. » « Il semble, » murmura doucement Miss Marple, « que le passé ne s'efface pas si facilement à St. Mary Mead, surtout lorsqu'il est tissé de dentelle. » Madame Wiles esquissa un sourire forcé. « Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit. » Cray a déposé la pochette en velours sur le comptoir. Nous l'avons trouvée dans la cave de mademoiselle Dunn, les bijoux disparus de Lady Cartwright. Pourriez-vous nous dire comment ils sont arrivés là ? Ses lèvres tremblaient. « Je ne les ai pas volés, pas comme on le croit. »
Elle me les a donnés en me disant de les garder précieusement. Puis elle est morte subitement, et sa famille m'en a tenu responsable. J'ai fui, certes, mais je ne les ai jamais vendus. Je ne pouvais pas. Ils m'insultent. Maudit, demanda Cray, sceptique. Le regard de Madame Wiles se posa sur Miss Marple comme en quête de compréhension. Son fils, M. Cartwright, était cruel. Elle destinait ses bijoux à sa fille, Cora. Elle disait les avoir cachés jusqu'à ce que le testament soit modifié. Mais après sa mort, il réclama tout. Quand j'ai essayé de lui raconter ce qu'elle avait dit, il m'a traité de menteuse et m'a congédiée. J'ai fui avant qu'il ne puisse me ruiner. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement, tandis qu'elle écoutait, l'air serein. « Alors, tu es venu ici. Tu as changé de nom. Tu t'es marié. Tu as ouvert la boulangerie. » Mais quand Léonard Marsh est arrivé, les épaules de Madame Wiles s'affaissèrent. Il savait. Il avait trouvé une lettre dans les papiers de sa mère. Il disait être le demi-frère de Cora, que les bijoux lui appartenaient et qu'il voulait s'assurer qu'elle les reçoive. Je lui ai dit qu'il ne lui apporterait que malheur. Sa voix baissa. Il n'écouta pas. L'inspecteur Cray s'est penché en avant. « Alors, vous l'avez confronté ? Je l'ai supplié de laisser tomber. Mais il voulait des preuves. Il a dit qu'il apporterait lui-même le parasol à Cora. Cette nuit-là, je suis allé dans sa chambre pour essayer de l'arrêter, mais il était déjà parti. Le lendemain matin, il est mort. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Et pourtant, quelqu'un avait placé ce parasol à côté de lui après coup. Pour lui donner un air symbolique, peut-être. Madame Wiles déglutit difficilement. « Je ne l'ai pas touché, je le jure, mais je savais que quelqu'un voulait faire croire que Cora était impliquée. C'est pourquoi je n'ai rien dit. Je pensais que si je me taisais, ça s'estomperait. » Cray se redressa. « Tu t'attends à ce qu'on croie ça après avoir caché des bijoux pendant 30 ans ?» La main de Miss Marple, légère comme de la dentelle, toucha son bras. « Inspectrice, elle dit la vérité, du moins, la vérité telle qu'elle la comprend. Ceux qui mentent par malveillance tremblent rarement à la pensée de leurs propres souvenirs. Mais ceux qui mentent pour préserver une illusion, eux, le font souvent. » Madame Wiles cligna des yeux. « Illusion ?» Miss Marple sourit doucement. « On peut surmonter sa culpabilité en prétendant que c'est à quelqu'un d'autre. Mais la vraie question, ma chère, c'est qui a écrit ces lettres ? Pas toi, je crois. Tu avais trop peur. » Madame Wiles hésita. Il y avait un homme, un inconnu. Il est venu au magasin il y a quelques semaines. Il disait être de Londres. Il s'est renseigné sur Léonard Marsh. Il a acheté du pain, puis m'a demandé si j'avais déjà connu Mademoiselle Dunn. Je lui ai répondu que non, mais il a souri comme s'il savait que je mentais. Il a dit que les secrets voyagent peut-être plus vite dans les petits espaces. Je ne l'ai plus jamais revu. « Un homme grand ?» demanda sèchement Cray. « Un manteau sombre ?» Elle hocha rapidement la tête. « Oui, je croyais qu'il était journaliste. » Miss Marple échangea un regard avec Cray. Le même homme aperçu à la gare. « Notre visiteur londonien revient. » Cray a fermé son carnet. « On va lancer un mot pour le retrouver. » En partant, Miss Marple s'attarda sur le pas de la porte, son regard errant vers Lace Cottage, à moitié noyé dans la brume. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « ne trouvez-vous pas étrange que chaque indice mène au grenier, à la cave, même le parfum de la lavande ?» Il fronça les sourcils. « Tu crois que Mademoiselle Dunn cache encore quelque chose ?»« Je crois qu'elle cache quelqu'un, » dit doucement Miss Marple. « Ou peut-être qu'elle protège la mémoire de quelqu'un. Il y a une différence. » Le soir, un vent frais balaya St. Mary Mead, faisant trembler les volets. Au presbytère, la femme du pasteur trouva une autre lettre glissée sous la porte, le même papier, la même écriture. « La vérité dort au-dessus de la verdure. Réveille, et tu verras. L'inspecteur Cray arrive. » Quelques minutes plus tard, la lettre serrée dans sa main gantée. Miss Marple le rejoignit dehors.
la lueur du gaz vacillant sur son visage. « De nouveau au cimetière, murmura-t-elle. Notre fantôme semble déterminé à nous y attirer. Cray hocha la tête d'un air sombre. Alors, on y va. Ils traversèrent la verdure, le vent tirant sur leurs manteaux. La lune perça brièvement, argentant les pierres. Au fond du cimetière, près du tombeau de la famille Cartwright, une lanterne brûlait faiblement, laissée délibérément, peut-être, ou récemment tombée. Miss Marple se pencha à côté, écartant les feuilles mouillées. Là, à moitié enfoui dans le sol, se trouvait un mouchoir brodé de dentelle et orné d'une seule initiale, brodé avec un fil soigné, le E. Cray l'a soulevé. « Hélène ?» L'expression de Miss Marple était indéchiffrable. « Où Edward ?» dit-elle doucement. « Voyez-vous, inspecteur, les initiales, comme les secrets, sont rarement fidèles à un seul propriétaire. » Le vent se leva de nouveau, dispersant les pétales des fleurs du cimetière. Au loin, un chien aboya un instant avant de se taire. Miss Marple se redressa lentement, d'une voix calme mais assurée. « Les vivants réveillent les morts, inspecteur, dit-elle. Et avant que cela ne soit fait, les morts pourraient bien répondre. Les morts peuvent bien répondre, avait dit Miss Marple. Et comme en écho, l'horloge de l'église sonna minuit, le son creux sur les pierres humides. L'inspecteur Cray fit tourner le mouchoir brodé dans sa main, la dentelle s'accrochant faiblement à la lumière de la lanterne. « Tu crois que Edward Marsh a écrit ces lettres lui-même » dit-il, à moitié incrédule. « D'outre-tombe » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Pas tout à fait, inspecteur. Mais je crois bien que quelqu'un voulait nous faire croire que c'était le cas. Utiliser son nom comme un fantôme pourrait utiliser une bougie pour effrayer les autres et les amener à révéler ce qu'ils préfèrent garder secret. » Ils quittèrent le cimetière, le mouchoir soigneusement plié dans la poche de Cray. Le vent était tombé, mais un sentiment d'inachevé persistait comme une fumée. Alors qu'ils traversèrent la pelouse, la faible lumière du grenier de Las Cottage attira l'attention de Miss Marple. Elle brillait sur un fond constant et délibéré. « Elle est réveillée », murmura Miss Marple. Cray fronça les sourcils. « Mademoiselle Dunn, j'ai dit aux gendarmes de surveiller. »« Oui, c'est vrai, » dit Miss Marple. « Mais parfois, l'observateur devient l'observateur. » Lorsqu'ils arrivèrent au cottage, la lumière s'était éteinte. La porte d'entrée était entr'ouverte et l'air sentait vaguement le papier brûlé. Cray la poussa et appela d'une voix sèche « Mademoiselle Dunn ». Pas de réponse. Dans l'âtre gisaient les restes d'un feu hâtivement éteint, un tas de cendres encore chaudes, et à côté, une enveloppe à moitié consumée. Miss Marple s'agenouilla et la récupéra délicatement avec son aiguille à tricoter. « Une autre lettre, » dit-elle doucement. « Mais pas de notre nègre, je crois. Regardez l'écriture qui tremble. Une main de vieille femme. » Cray l'examina. « De Nora Dunn elle-même, » dit-il d'un ton sombre. « Que brûlait-elle » Ils fouillèrent la pièce. Près du fauteuil, caché sous un coussin, se trouvait un petit journal relié en cuir. À l'intérieur, la dernière entrée coupa le souffle à Miss Marple l'espace d'un instant. On pouvait y lire « Il est revenu. Il a dit qu'il arrangerait les choses cette fois. Je lui ai dit que le grenier était vide. Mais il a ri et m'a dit « Tu oublies, Cora, j'ai construit cette cachette moi-même. » Cray fronça les sourcils. « Il l'a construit ? Marsh ? Ou quelqu'un utilisant son nom ?» dit Miss Marple. « Quelqu'un qui connaissait suffisamment la vieille maison pour savoir où pourraient se cacher des secrets. » Ils montèrent ensemble l'escalier du grenier. L'air était lourd, chargé d'une odeur de poussière et de dentelle humide. Cray balaya le sol de sa lampe torche et le regard perçant de Miss Marple aperçut une légère dépression près du mur, celle laissée par un petit coffre récemment déplacé. Cray s'agenouilla et tapota le plancher.
creux. Avec son canif, il en souleva un. En dessous, cachée dans l'étroite cavité, se trouvait une pile d'enveloppes jaunies, reliées par une ficelle. Celle du dessus portait les mêmes initiales EM. Il en ouvrit un avec précaution. À l'intérieur se trouvait une note brève et furieuse, écrite d'une écriture soignée, mais ferme. « Tu me dois ce qui t'a été promis. » Sans cela, la vérité sur sa mort éclatera. Cray leva brusquement les yeux. Lettre de chantage. Miss Marple hocha la tête. En effet, mais pas à Cora, mais à Edward Marsh. Mais ça n'a aucun sens, protesta Cray. Il est mort. Elle n'a pas pu écrire ça récemment. Pas récemment, murmura Miss Marple. Il y a longtemps, avant sa première disparition. Elle s'assit au bord d'une vieille malle, l'air pensif. Voyez-vous, inspecteur, il n'y avait jamais qu'une seule querelle dans cette famille. Il y en avait deux entre le frère et la sœur, et un autre entre la loyauté et la honte. Ces lettres étaient son assurance. Et maintenant, quelqu'un veut les détruire. Cray referma doucement le couvercle. Notre visiteur londonien cherchait la même chose. Peut-être l'héritier légitime. Ou quelqu'un qui craint que ces lettres ne prouvent la fausseté de ses affirmations, dit Miss Marple. Quoi qu'il en soit, il est trop bien informé. Il devait connaître suffisamment l'écriture d'Edward Marsh pour la falsifier. Ce qui nous ramène au présent. Elle leva les yeux brillants. Qui parmi nous savait que Cora Dunn et Léonard Marchand avaient le talent d'imiter leurs mains? Avant que Cray puisse répondre, un coup sec les fit sursauter tous deux. L'agent à la porte semblait inquiet. « Pardon, monsieur, Madame Wiles a disparu. » Cray se raidit. « Quand ?»« Juste après le coucher du soleil. Elle a laissé la boulangerie ouverte. Des voisins disent qu'elle a été vue se dirigeant vers la gare. » Miss Marple se leva aussitôt. Elle était effrayée. Elle avait compris que quelqu'un connaissait la vérité, et elle la fuyait. « Ou à lui, » dit Cray d'un ton sombre. Si elle pense pouvoir joindre ce Londonien en premier, ils étaient à mi-chemin de la gare lorsque le sifflet du gendarme interrompit le silence de la nuit. Une silhouette se tenait près des voies, éclairée par la lanterne du portier qui attendait. Madame Wiles, toujours en tablier, les cheveux défaits, tenait quelque chose enveloppé dans un mouchoir. « Reste en arrière », crie-t-elle à leur approche. « Je ne l'ai pas tué. Je voulais juste que ça s'arrête. » Cray leva une main apaisante. « Personne ne t'accuse. Dis-nous juste ce que tu as là. » Elle le déballa lentement. À l'intérieur se trouvait un médaillon, vieux et cabossé, dont le fermoir était cassé. À l'intérieur se trouvait une photo de Lady Cartwright et d'un enfant, ni Coran, ni Edward, mais un garçon blond, au regard solennel. « Mon fils », dit Madame Wiles d'une voix brisée. « C'était aussi le sien, son enfant secret. J'ai été envoyé au loin pour cacher le scandale. Elle m'a fait promettre de ne jamais le dire. » Miss Marple retient son souffle. « Et Léonard Marsh ?» Madame Wiles hocha la tête, lamentablement. « Oui, il était à moi. Né dans la honte, envoyé à l'étranger sous un autre nom. Il était revenu pour retrouver ce qui lui appartenait, mais Cora pensait qu'il voulait la dénoncer. Elle disait que le grenier brûlait avant que la vérité ne s'abatte. L'expression de Cray se durcit. « Et c'est toi qui as écrit les lettres ?»« Non !» s'écria-t-elle. « Je le jure. Quelqu'un d'autre a découvert quelqu'un qui était au courant pour l'héritage. Ils ont dit que si je ne me taisais pas, ils enverraient tout à la police. » La voix de Miss Marple était calme, mais son regard perçant. « Qui, Madame Wiles? Qui les a écrits ?» La femme hésita, jetant un coup d'œil vers la route sombre derrière eux. « Il dit s'appeler Cartwright, » murmura-t-elle. « Il dit qu'il était l'héritier légitime. » Avant que Cray puisse poser d'autres questions, le bruit d'un moteur perça la nuit, une voiture élancée fonçant vers eux. Ses phares s'allumèrent, les aveuglant brièvement. Lorsqu'elle s'arrêta, la portière du conducteur s'ouvrit et un homme de grande taille en sortit, le col de son imperméable relevé, le visage à moitié caché par l'ombre.
La main tricoteuse de Miss Marple se resserra autour de son parapluie. « Inspecteur Cray, » dit l'homme d'une voix douce, « je crois que vous me cherchez. » Le vent souffla, emportant un léger parfum de lavande. Madame Wiles haleta et trébucha en arrière. Les yeux de Miss Marple se fixèrent sur les mains gantées de l'homme, le plus petit détail, la légère trace de suie sous les ongles, et elle dit très doucement « Oui, je pense que nous vous avons effectivement trouvé. » L'homme sourit faiblement. « Alors, je suppose, Miss Marple, que la partie est presque terminée. » Son regard soutint le sien. « Oh non, ma chère, le jeu, dit-elle, ne fait que commencer. » Le calme de l'homme était presque insolent. « Vous avez bien fouillé, je vois, » dit-il en jetant un coup d'œil au médaillon dans la main tremblante de Madame Wiles. « Mais je crains que vous ne vous soyez trompé. Ces bijoux, ces lettres, et même l'histoire de cette pauvre femme, tout cela appartient à ma famille. Je suis simplement venu récupérer ce qui nous appartient. » L'inspecteur Cray s'avança. « Votre nom ? » « Henry Cartwright, » répondit l'homme avec aisance. « Neveu de feu, Lady Cartwright, exécuteur testamentaire de sa succession, et j'ai les documents pour le prouver. » Il fouilla dans la poche de son manteau, mais la voix de Miss Marple, aussi légère qu'un fil, l'arrêta. « Comme c'est gentil, » dit-elle doucement, « d'être venu avec des preuves avant même qu'on ne le demande. » Le sourire de Cartwright s'estompa un instant. « Soyez prudente, Miss Marple. En matière d'héritage, il faut s'attendre à des malentendus. »« Bien sûr, » dit-elle, les yeux brillants. « Surtout quand une affirmation repose sur le fait que le malentendu persiste sans être corrigé. » Il pencha légèrement la tête. « Tu insinues quelque chose ? Je sous-entends rarement, Monsieur Cartwright. » Cela prête à confusion. Le ton de Miss Marple était presque celui d'une conversation. Mais j'observe. Par exemple, vous avez de la suie sous les ongles, de la suie fraîche, provenant de papier brûlé dans une cheminée éteinte il y a à peine 1 heure. À Las Cottage, peut-être ? Où certaines lettres compromettantes étaient détruites. Cray se tourna brusquement vers lui. « Tu étais là ?» L'homme avait du mal à garder son sang-froid. Je récupérais des biens familiaux. Feu Mademoiselle Dunn m'avait invité. Miss Dunn n'a invité personne, interrompant doucement Miss Marple. Elle a été mise sous sédatif par le médecin à 7h30. Vous êtes entré pendant qu'elle dormait et vous avez brûlé ce qui aurait pu prouver la fausseté de vos dires. L'espace d'un instant, le masque se lécha. Puis, se ressaisissant, Cartwright esquissa un sourire glacial. « Tu as beaucoup d'imagination. » Miss Marple lui sourit en retour. « L'imagination, non. La mémoire, oui. Voyez-vous, il y a 30 ans, le vrai Henry Cartwright est mort de la scarlatine au pensionnat. Je me souviens de l'avoir lu dans le Times. » Le silence qui suivit fut absolu. Les yeux de Cray s'écarquillèrent. « Et puis qui ? Quelqu'un qui avait besoin d'un nom, » dit doucement Miss Marple. « Quelqu'un qui avait découvert, par les ragots ou les recherches, le scandale Cartwright, les bijoux disparus, les héritiers non reconnus. Et quelqu'un d'assez malin pour utiliser de fausses lettres afin de manipuler 2 femmes effrayées et de détruire leurs alibis respectifs. » Madame Wiles haleta. « Vous voulez dire qu'il n'est pas Cartwright du tout ? » « Non, à moins que les morts ne ressuscitent avec un bronzage aussi parfait, » répondit sèchement Miss Marple. « Vous êtes, je crois, Monsieur Ellis Morton, le même I.M. dont les initiales figurent sur les fausses lettres. Un professionnel en la matière, si l'on en croit la rumeur. Vous avez gagné votre vie grâce au chantage et à la contrefaçon, n'est-ce pas ?» Sa main se serra autour des papiers dans son manteau. « Tu ne peux rien prouver. » Cray a fait un pas en avant. « On verra bien. » Mais Miss Marple continue d'une voix calme et posée, comme si elle racontait une anecdote autour d'un thé. « Votre erreur, Monsieur Morton, fut de sous-estimer le pouvoir de l'habitude. Les faussaires,
comme les tricoteurs, répète les motifs. La petite boucle que vous formez en formant un E est identique à celle de votre signature sur le registre du prêteur sur gage de Much Benham. Vous avez écrit les menaces adressées à Miss Dunn et à la femme du vicaire pour entretenir l'enquête, et ainsi, lorsque les soupçons se porteraient sur Madame Wiles, vous pourriez vous faire passer pour Cartwright pour la sauver. Quel héroïsme, vraiment. Il eut un rire rauque. Tu crois que j'ai tué Marsh, alors? Absurde, l'homme était déjà à moitié fou. En effet, dit Miss Marple, mais pas au point de tomber accidentellement dans son propre escalier. Vous avez été aperçu en train de quitter son logement ce soir-là par l'apprenti de Madame Wiles, qui vous a pris pour un client. Vous avez suivi Marsh depuis la vente aux enchères, l'avez confronté au sujet des bijoux, et lorsqu'il a menacé de révéler vos mensonges, vous l'avez frappé. Peut-être sans vouloir le tuer, mais lorsqu'il est tombé, vous avez saisi l'occasion. Vous avez placé le parasol à côté de lui pour relier sa mort au grenier de Miss Dunn, vous assurant ainsi que la piste mènerait jusqu'à elle. Le sourire de Morton disparut. C'est absurde. Vous n'avez aucune preuve. Les yeux de Miss Marple brillèrent faiblement. Oh, mais nous, oui. La dentelle de l'ombrelle que vous avez déchirée en la déplaçant a été retrouvée plus tard sur la haie du presbytère, capturée lors de votre surveillance nocturne. Et dans votre hâte, vous avez négligé le plus infime détail, un éclat de cire à cacheter incrusté dans le manche de l'ombrelle. De la cire qui correspond au cachet de vos prétendus papiers d'héritage. La voix de Cray était maintenant sèche. « Ça suffit, Morton, remettez-moi ces documents. » L'espace d'un instant, l'homme semble sur le point de s'enfuir. Son regard se porta vers la ruelle, cherchant à s'échapper. Mais Madame Wiles, tremblante mais résolue, se fraya un chemin. « Fini les mensonges, » dit-elle. « Vous avez fait assez de mal. » Morton hésita, puis, pris de fureur, déchira les papiers en deux. « Tu crois avoir gagné? Tu ne trouveras jamais que les bijoux n'étaient pas à moi. Le ton de Miss Marple reste doux. »« Oh, je crois que nous le ferons. La véritable preuve ne réside pas dans ce que vous avez falsifié, mais dans ce que vous avez oublié. » Elle fit un signe de tête vers la pochette en velours, maintenant posée sur la manche du manteau de craie. À l'intérieur, parmi les bijoux, se trouve une petite broche émaillée de muguet. Elle porte les armoiries de Lady Cartwright et les initiales CD, un cadeau destiné à sa fille, Cora Dunn. On peut falsifier des signatures, Monsieur Morton, mais pas l'affection d'une mère. La couleur disparut de son visage. L'inspecteur Cray s'avança, menottes luisantes. « Ellis Morton, je vous arrête pour fraude, chantage et meurtre de Leonard Marsh. » Tandis que Cray lisait l'avertissement officiel, la résistance de Morton s'estompa. Son regard passa de Miss Marple à Madame Wiles, puis il rit doucement, d'un rire creux et brisé. Tout cela pour des babioles et la honte familiale. Vous, les vieux, vous voyez des schémas partout. La voix de Miss Marple était douce. Pas des modèles, Monsieur Morton. Des motifs. Ils sont plutôt difficiles à contrefaire. Lorsqu'il fut emmené, le village sembla respirer. Madame Wiles resta silencieuse, le médaillon toujours serré dans ses mains. « Que va-t-il se passer maintenant ?» murmura-t-elle. Miss Marple posa une main réconfortante sur son bras. « La vérité finira par arriver, ma chère. Elle finit toujours par arriver. Même si, d'après mon expérience, elle arrive rarement sans une touche de broderie. » Plus tard, à l'aube sur St. Mary Mead, la brume se leva du cimetière, révélant le tombeau de Cartwright, luisant de rosée. Miss Marple s'arrêta à côté, contemplant les noms gravés Lady Evelyn Cartwright, la mère de Cora Dunn, et les dates qui couvraient un siècle de secrets. Elle pensait à la dentelle, à sa beauté, à sa fragilité et à la façon dont même le plus petit fil, une fois tiré, pouvait révéler tout le motif. Derrière elle, l'inspecteur Cray la rejoint discrètement. « Vous avez raison, bien sûr, dit-il.
On en revient toujours à la nature humaine. Miss Marple sourit faiblement. Oui, et la vanité humaine est le plus beau des lieux. Ils restèrent silencieux tandis que le soleil se levait, dorant les toits du village. Quelque part, une charrette à lait s'entrechoqua, et un nouveau jour commença, paisible, presque ordinaire. Mais pour Miss Marple, le schéma de tromperie persistait, délicat et complet. La dentelle s'était déchirée, oui, mais dans sa réparation, chaque secret avait montré son fil.